En Égypte, en avril, dans les années 2000, sur la côte du Sinaï, près de Dahab, se trouve un site de plongée mythique et redouté, le Blue Hole, un gouffre marin d'un bleu intense, presque parfait, qui attire les plongeurs du monde entier. À la surface, il ressemble à une piscine naturelle reliée à la mer Rouge. Mais sous ces effets magnifiques se cache un abîme de plus de 120 mètres de profondeur, bordé par un tunnel de la mort que les locaux appellent l'Arche. C'est ici qu'un plongeur russe, Yuri Lipski, à 22 ans, décide de plonger ce jour-là. Passionné, curieux, il a déjà une solide expérience, mais il rêve de filmer l'arche de ses propres yeux. Il a emporté avec lui une caméra fixée sur son casque, déterminé à enregistrer cette plongée comme un souvenir unique. Le Blue Hole a déjà une sombre réputation. Des centaines de plongeurs y ont trouvé la mort, victimes de la profondeur, des courants et de la narcose. Les habitants parlent de plus de 200 corps engloutis dans ce puits. Mais pour Yuri, ce n'est pas un avertissement, c'est un défi. Ce matin-là, le soleil frappe les roches sèches du désert. La mer est calme, des plongeurs locaux l'avertissent. Ne descends pas trop profond, l'arche est une traîtresse. Mais Yuri, lui, sourit. Il ajuste son masque, enclenche sa caméra et s'avance vers l'eau. Devant lui, l'entrée sombre du Blue Hole. Derrière lui, la plage, la sécurité. Il inspire profondément et disparaît sur la surface. Les premières secondes sont magnifiques. La caméra filme l'eau claire, traversée par des rayons du soleil. Les bulles d'air montent doucement vers la surface. On aperçoit les coraux, des poissons colorés. Yuri descend, lentement, en confiance. Mais très vite, les couleurs s'estompent. Le bleu devient plus sombre. À 50 mètres, les sons disparaissent presque complètement. Seul le souffle du plongeur résonne, régulier. Yuri, lui, continue attiré par le fond. Mais son gilet est trop lourd et son équipement mal calibré. Sa descente est plus rapide qu'elle ne devait l'être. À 80 mètres, la narcose à l'astose s'installe. C'est comme une ivresse. Le cerveau se brouille, les réflexes ralentissent et la caméra montre ses obscurités comme fascinée. Le sol approche à une vitesse inquiétante. À 90 mètres, Yuri tente de se stabiliser, mais il n'y parvient pas. Il descend encore, son souffle s'accélère, ses bras s'agitent. L'air de sa bouteille s'épuise plus vite. Devant lui, ce n'est pas un paysage marin, mais une masse sombre, écrasante. Quelques instants plus tard, son corps heurte brutalement le fond sablonneux du Blue Hole. Sa caméra continue à filmer. Ses mains cherchent à se relever, mais elles tremblent. Le jeune plongeur est désormais piégé à plus de 100 mètres, incapable de remonter seul. Le sable s'élève autour de lui, brouillant et encore plus la visibilité. La caméra filme en direct chaque seconde de son combat. Yuri est désorienté. Il essaye de se relever, mais son corps est lourd, écrasé par la pression. Ses bras s'agitent dans l'eau sombre, comme s'il cherchait un appui qui n'existe pas. Ses yeux fixent le vide. Le narcose a fait vaciller entre lucidité et confusion. Il semble vouloir remonter, mais ses gestes sont lents, mal coordonnés. Il tire sur son gilet, tente de se gonfler, son système de flottabilité. Mais rien ne se passe comme prévu. La descente, trop rapide, le poids excessif, tout le condamne à rester au fond de l'eau. Son souffle devient haletant. On l'entend distinctement dans la vidéo, fort, irrégulier, presque animal. La panique s'installe. Chaque inspiration consomme l'air restant de sa bouteille à une vitesse effrayante. À 90 mètres, il n'a plus beaucoup de marge. Yuri lève les bras comme s'il l'appelait à l'aide. Mais autour de lui, il n'y a que du noir. Pas de plongeur de sécurité, pas de lumière, pas de secours. Seulement le gouffre silencieux du Blue Hole qui l'avale peu à peu. Les minutes s'écoulent et l'air diminue. Yuri tente encore une fois de se propulser vers le haut. Ses jambes battent, mais elles s'épuisent. Sa respiration est saccadée, presque désespérée. On le voit tourner sur lui-même, désorienté, comme perdu dans une pièce sans sortie. À un moment, il enlève son embout de plongée quelques secondes, comme pris par une confusion extrême. Son corps tremble. Il le remet aussitôt, mais le geste montre que son esprit n'est plus clair. C'est le signe de l'agonie qui l'approche. La caméra capture ses derniers efforts. Ses mains qui fouillent le sable, son regard fixe, ses mouvements de plus en plus faibles. Le temps semble suspendu, mais pour lui, chaque seconde est une bataille contre l'inévitable. Puis, d'un coup, ses gestes ralentissent encore. Son souffle devient un râle, puis presque rien.
La narcose, le manque d'air, la pression. Tout s'acharne. Yuki s'effondre à genoux sur le sable du Blue Hole. Sa caméra, elle, continue de tourner. Au fond du gouffre, tout ralentit. Ses gestes deviennent mécaniques, presque fantomatiques. Sa respiration s'essouffle, puis s'éteint. Ses yeux restent grands ouverts, fixés sur un horizon invisible. Dans l'obscurité du Blue Hole, à près de 100 mètres de profondeur, Yuri vient de perdre le combat. La caméra, fixée à son casque, continue d'enregistrer. Elle capte le sable qui ressemble doucement, la lueur faible de sa lampe et ce silence absolu, oppressant. Aucun cri, aucune haleine, juste l'immense vide marin qui l'enveloppe. À la surface, ses camarades comprennent qu'il ne remontera pas. Ils scrutent l'eau, mais il n'y a aucune trace de bulle. Les minutes deviennent des heures. La mer, paisible en apparence, vient de cacher un drame que personne n'a encore vu. Le lendemain matin, un plongeur expérimenté, Tarek Omar, est appelé pour plonger dans le Blue Hole. Sa mission, retrouver Yuri. Tarek connaît parfaitement ce site. Il a plongé des dizaines de fois. Mais il sait aussi qu'il descend dans un cimetière. Il s'équipe, prend une caméra pour documenter l'opération et commence la descente. Les premiers mètres sont clairs, familiers. Puis, la lumière s'efface, remplacée par un bleu sombre. À 90 mètres, il aperçoit une forme immobile. C'est un plongeur. Tarek s'approche, il reconnaît immédiatement Yuri. Son corps est agenouillé sur le sable, son casque toujours fixé, sa caméra est encore bien en place. La scène est glaçante. Le jeune homme est figé comme une statue, témoin de ses derniers instants. Avec précaution, Tarek récupère le corps et le ramène vers la surface. C'est une opération lente, délicate. Lorsqu'ils atteignent enfin l'air libre, les amis de Yuri découvrent la réalité. Leur camarade n'a pas survécu. Mais son histoire, filmée jusqu'au dernier souffle, va marquer à jamais le monde de la plongée. Si vous avez aimé cette histoire de plongée, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la plongée, où je fais 2 histoires sur la plongée, des histoires horribles en général, donc n'hésitez pas à aller voir. En mer du Nord, à bord d'un navire de plongée, Topaz, l'ambiance est calme. L'équipage effectue une mission de maintenance sous-marine à plus de 100 mètres de profondeur. Pour les plongeurs de saturation, c'est presque de la routine. Inspection, réparation des conduites, remplacement des pièces. Mais sous la surface, rien n'est jamais anodin. Ce jour-là, c'est au tour de Chris, 32 ans, de plonger. Plongeur britannique, expérimenté, il travaille avec 2 collègues, Duncan et David. Tous 3 vivent depuis des semaines dans une chambre pressurisée sur le navire afin de s'adapter à la profondeur extrême. Ils descendent grâce à une cloche de plongée reliée par un ombilical qui leur fournit de l'air, chaleur et communication. Chris connaît parfaitement les risques, mais il est confiant. La mission semble simple, les conditions météo stables et l'équipe soudée. Avant de descendre, il plaisante même avec ses collègues. Personne ne se doute qu'il va bientôt vivre l'un des drames les plus terrifiants que jamais personne n'a enregistré dans l'histoire de la plongée professionnelle. La cloche de plongée s'ouvre à 100 mètres de profondeur. L'eau est noire, glaciale, à peine 4 degrés. Chris et David sortent de l'eau pour rejoindre la structure métallique qu'ils doivent réparer. Pendant que Duncan, lui, reste à bord de la cloche pour surveiller et gérer les ombilicaux. Le travail commence normalement. Le faisceau des lampes perce l'obscurité, révélant des tuyaux massifs. Chris avance prudemment, son cordon ombilical relié à la cloche comme une ligne de vie. Il respire fort, mais régulier. Chaque geste est méthodique. Mais soudain, tout bascule. Le navire à la surface perd son système de positionnement dynamique à cause d'une panne électrique. En quelques secondes, le bateau dérive et avec lui, les cordons ombilicaux se dentent violemment. Chris sent une traction brutale qui le déséquilibre. Il lutte pour rester en place, mais la force est trop forte. Son cordon se coince, puis se brise. Dans l'obscurité glaciale, Chris vient d'être coupé de sa ligne de vie. Plus d'air, plus de chaleur, plus de communication. À 100 mètres sous la mer, il est désormais seul. D'un coup, tout est silence. Plus de voix dans son casque, plus de souffle régulier dans ses poumons. Le cordon, son lien vital, est rompu. Dans la nuit noire du fond marin, Chris flotte, désorienté. Son seul espoir, la petite bouteille d'oxygène d'urgence fixée à son dos. Mais elle ne contient que quelques minutes d'air, 5 ou 6 minutes tout au plus. Son cœur s'emballe, la mer du Nord est glaciale. Sans chauffage, dans sa combinaison, le froid commence à pénétrer de son corps.
Sa lampe faiblit, il regarde autour de lui, le faisceau ne montre que des structures métalliques et des ombres inquiétantes. Pas de coéquipier, pas de cordon. À la surface, c'est la panique. Les superviseurs comprennent que Chris est coupé. Ils ordonnent immédiatement à Duncan et David de le retrouver. Mais le navire continue de dériver. Les plongeurs sont tiraillés, littéralement, par leur cordon tendu au maximum. Rejoindre Chris, perdu dans l'obscurité, révèle presque de l'impossible. Pendant son temps, Chris serre les dents. Il sait que chaque inspiration l'amène plus près du vide. Il se dit qu'il doit bouger, trouver un repère, se rapprocher de la structure. Peut-être se mettre en hauteur pour être repéré. Mais le temps s'écoule trop vite. Son souffle se fait court, haletant. Il entend le sifflement désespéré de sa petite bouteille d'urgence. L'aiguille du manomètre plonge vers 0. Dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle. Ils ne viendront pas à temps. Le froid engourdit ses bras, ses jambes. Son corps devient lourd. Ses gestes perdent toute précision. Sa lampe tremble dans sa main, éclairant par moments le sol sablonneux et par moments la structure métallique, comme une prison sans sortie. À la surface, l'équipe tente de repositionner le navire, mais chaque seconde semble interminable. David se prépare à descendre vers lui. Mais en bas, Chris sent déjà l'eau se refermer. L'air s'épuise, son cerveau s'embrume, les premiers signes d'hypoxie apparaissent. Vertige, hallucination, un voile noir qui envahit sa vision. Et puis, soudain, le silence total. Sa bouteille est vide, ses poumons brûlent. Sa main lâche la lampe, dans les abysses, Chris Lemon sombre, inconscient, seul au fond de la mer du Nord. Dans la cloche, Duncan et David comprennent qu'ils n'ont plus le choix. Malgré les câbles tendus, malgré la dérive du navire, ils doivent tenter de retrouver Chris. Chaque seconde est une éternité. À 100 mètres de profondeur, l'air d'urgence ne dure que quelques minutes. Ils savent qu'il est probablement déjà trop tard. Mais ils refusent d'abandonner. David quitte la cloche et se dirige vers la structure. Son faisceau balaye les ténèbres, mais l'eau est trouble, la visibilité faible, il avance centimètre par centimètre, scrutant le moindre reflet. Le temps passe, son cœur bat tout à l'heure. Puis, soudain, une lueur. C'est une lampe, posée au sol, encore allumée. Juste à côté, il distingue une silhouette immobile, c'est Chris. Il est couché au fond, son corps sans réaction, la tête légèrement penchée sur le côté. Son cordon pend, arraché. Le choc est immense. Il est là, mais tout semble terminé. David se précipite, attrape son collègue et tente de le hisser. Le corps est lourd, inerte, le temps de réaction est critique. À la surface, tout le monde retient son souffle. Ont-ils retrouvé Chris trop tard? David lutte pour amener Chris vers la cloche. Pour chaque mètre est une bataille. Le poids, la profondeur, la tension du cordon, tout ralentit la progression. Quand enfin il parvient à l'intérieur, Duncan les aide à tirer le corps. Il pose Chris immobile dans la cloche métallique. Il n'y a aucun signe de vie. Pas de mouvement, pas de souffle, rien. Son visage est pâle, sa peau est glaciale. Cela fait déjà plus de 20 minutes qu'il a perdu son air. Notamment, aucun humain ne survit sans aucun oxygène. Les deux plongeurs se regardent, abattus. Pour eux, c'est fini. Mais malgré tout, ils commencent à tenter l'impossible. Massage cardiaque, bouche à bouche, dans cette cloche étroite et pressurisée. Chaque geste semble vain, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Le silence est brisé seulement par les efforts désespérés. À la surface, la nouvelle tombe. Chris est remonté, mais il ne respire plus. On se prépare déjà à annoncer la tragédie. Pour ce que personne n'imagine encore, c'est le miracle qui est en marche. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez savoir la suite de ce qui est arrivé à Chris, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, je publie 2 vidéos sur la plongée tous les jours.